J'appelle déjà le docteur Fabien Schinazi, membre du Haut Conseil de santé publique et membre de la PPA, qui donc a accepté cette tâche d'animation de notre première table ronde. Et donc, je vais inviter les 3 intervenants, alors non, les 2 en présentiel, puisqu'il y en a un en distanciel, si je ne dis pas de bêtises, pour cette table ronde, à le rejoindre sur scène. Donc en présentiel, Madame Husson de la ville de Nancy, Monsieur Le Carpentier d'Atmo Hauts-de-France, et nous avons donc en distanciel Monsieur Ray de la ville d'Aix-les-Bains. Merci d'être là tous les 3 pour cette table ronde qu'on a intitulée Aération, ventilation et capteur de CO2. En fait, on a déjà un petit peu parlé ce matin des mesures de CO2. Non, je le vois là, qui est là. Voilà. Et donc le sujet que nous voulons traiter dans cette table ronde, c'est le renouvellement de l'air des locaux et en particulier l'apport d'air neuf. Alors nous savons déjà depuis très longtemps que l'air confiné accumule les polluants intérieurs. On sait un petit peu moins que les niveaux de CO2, lorsqu'ils augmentent, appauvrissent l'air en oxygène puisqu'il y a un manque d'apport d'air neuf. Et donc il y a des problèmes cognitifs, d'apprentissage scolaire, comme on l'a aussi évoqué ce matin. Et donc ce renouvellement de l'air, il peut se faire évidemment par l'ouverture des ouvrants et également par les systèmes de ventilation. Et donc la crise Covid nous a pointé un peu du doigt, même si on savait déjà que l'air confiné pouvait favoriser la transmission des agents infectieux aéroportés. On s'est aperçu assez rapidement au début 2020 que ce virus se transmettait à distance dans les locaux et pas uniquement de proximité. Et comme il se transmettait à distance dans les locaux, il était important de renouveler l'air de ces locaux pour évacuer ces agents infectieux aéroportés, respiratoires, et notamment le SARS-CoV-2, pour éviter la transmission de la maladie dans les lieux collectifs. Donc, le Haut Conseil de santé publique a publié de très nombreux avis pendant cette crise sanitaire, et puis notamment sur l'aération, la ventilation, la mesure du CO2. Et au début de cette année 2022, comme on vous l'a dit également ce matin, nous avons publié un avis sur la mesure du CO2 et la manière d'utiliser le CO2 comme indicateur du renouvellement de l'air des locaux. Alors, évidemment, pendant la crise Covid, ou même avant, mais pendant la crise Covid, on s'est posé beaucoup de questions sur ce renouvellement d'air. Et donc peut-être je vais donner la parole en premier temps à Guillaume Ray, donc j'espère qu'il nous entend, il est à Aix-les-Bains. Mais avant de lui donner la parole, puisqu'il est d'Aix-les-Bains, j'étais moi-même le week-end dernier à Aix-les-Bains. Et je ne sais pas si on peut passer la diapositive que j'avais préparée, si c'est possible. Car en lisant le Dauphiné libéré du samedi 19 novembre, il y avait une interview d'une académicienne des sciences et d'une ancienne présidente du CNRS qui donnait son avis en particulier sur l'aération, la ventilation, surtout l'aération et les mesures de CO2. Je ne sais pas si ça passe. Ça passe pas. Là ?
Bon, eh bien, je vais vous dire ce qu'elle a dit, puisque j'en ai parlé lors de la préparation. En fait, on va régler le problème. Oui. Voilà la phrase, une réponse qu'elle donnait pour... alors oui, voilà, c'est projeté. Elle disait que quand je vois de petits industriels, j'ai trouvé le mot petit était peut-être un peu juste, inventer et vendre abondamment des détecteurs de CO2 en vous disant qu'il faut se méfier du taux de CO2 qu'il y a dans votre maison pour bien lutter contre le Covid, je suis atterré alors qu'il suffit d'ouvrir régulièrement les fenêtres. Et vous avez donc le nom de Catherine Bréchignac qui a dit cette phrase quand on lui posait la question par rapport à la crise Covid et en particulier donc sur les problèmes de CO2. Alors voilà, moi je souhaitais justement qu'on parle peut-être de cette phrase dans cette interview qui disait « Il suffit d'ouvrir régulièrement les fenêtres ». Et donc on va demander dans un instant à Guillaume Bray ce qu'il a fait dans ses écoles à Aix-les-Bains, dans ces plans d'aération dans les locaux scolaires. Et nous parlerons également des détecteurs de CO2 pour savoir ce qu'ils apportent. Alors je voudrais d'abord dans cette phrase dire que les détecteurs de CO2, il en existe bien avant la crise Covid. On ne les a pas créés, inventés au moment de la crise Covid. Ils existaient déjà depuis bien longtemps, puisque l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur avait déjà utilisé un détecteur qu'ils appelaient classe R, qui a permis de mesurer justement le CO2 et faire prendre conscience de l'importance du renouvellement d'air. Et la mesure du CO2, c'est pas nouveau non plus, hein, ça existe depuis très très longtemps. Et également, donc, peut-être les détecteurs de CO2 peuvent servir à quelque chose pour justement améliorer le renouvellement d'air. Alors, Guillaume Bray, je pense que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Alors, vous êtes technicien des risques majeurs et environnementaux à la ville d'Aix-les-Bains. Alors, je suis désolé, hein, j'ai parlé d'Aix-les-Bains, mais je suis tombé comme ça sur ce journal. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez lu cette interview assez complète sur la crise Covid, mais ce serait intéressant justement de nous parler de votre expérience et de votre action recherche que vous avez appelé ARX, qui est donc ce planning préétabli d'ouverture des fenêtres ou les détecteurs pédagogiques de CO2, et donc de définir la meilleure stratégie pour l'aération des salles de classe lorsque il n'y a pas de système de ventilation. Eh bien, on est amené à faire cette aération. Peut-être donc vous pouvez présenter rapidement, bien sûr, les résultats de votre expérimentation. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Je dois passer vos diapositives ? S'il vous plaît, oui. D'accord. Allez-y, vous me dites quand je la passe. Eh ben, vous pouvez passer la première, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, sur Aix-les-Bains, en 2018-2019, pendant l'hiver 2018-2019, nous avons mené une action recherche qui visait, donc, comme vous l'avez dit, à identifier la meilleure stratégie d'aération des salles de classe qui n'étaient pas équipées de VMC. Donc, les trois stratégies qu'on a testées sont été, dans un premier cas, l'utilisation de détecteurs pédagogiques de CO2 avec 3 diodes, verte, orange et rouge. Et en fonction des concentrations de CO2, de dioxyde de carbone, suivant les diodes, l'enseignant procédait à l'aération des locaux, des salles de classe. Et ensuite, on a testé 2 stratégies sous forme de planning. Donc, des plannings d'aération, tout simple, avec 2 types de planning. Le premier planning, c'était aéré 15 minutes avant la classe, à la récréation, après la classe, et pareil l'après-midi. Et dans le planning 2, c'était idem au planning 1, sauf qu'on aérait aussi pendant les périodes de classe 5 minutes. Donc ces 3 stratégies ont été testées sur 75 salles de classe des écoles de la ville d'Aix-les-Bains. Elles ont été testées de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a mesuré pendant 3 semaines chaque salle de classe, notamment le CO2, mais également la température et l'humidité.
Et pendant ces 3 semaines de mesure, la première semaine était une semaine de référence, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas de consignes, ni de détecteur de CO2, ni de planning d'aération. On faisait l'état initial de l'aération de la salle de classe. Et les 2 semaines qui suivaient, soit on diffusait une des 3 stratégies qu'on voulait tester. Donc, une salle de classe avait un capteur de CO2 ou un détecteur de CO2, pardon. Et la classe d'à côté avait un planning, le planning 1. Enfin, voilà, on a fait un échantillonnage comme ça. Et donc pour vous dire que cette action recherche, elle a été cofinancée largement par l'ADEME, et on était en partenariat avec le CSTB, qui nous a fourni le matériel de mesure et qui a fait l'analyse statistique des résultats. On peut passer à la diapo suivante si vous le voulez. Donc là, on en arrive aux résultats. Donc pour vous expliquer, je ne sais pas, les plannings se trouvent sur les 4 diagrammes en haut. Et on a distingué les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Et donc, le détecteur de CO2, et on a utilisé le Classer, qui a été mis au point par le CSTB. Donc, le Classer, en fait, c'est le détecteur de CO2. Et les résultats sont dans la ligne du bas avec les 4 diagrammes, également pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Pour les écoles élémentaires du planning, par exemple, il y a 2 colonnes. La colonne de gauche, c'est la semaine de référence avec les concentrations de CO2, et la semaine de droite, donc c'est avec les consignes, donc dans ce cas-là, les plannings. On avait testé deux types de planning, on n'en a gardé qu'un, parce que concrètement, celui où on demandait aux enseignants d'ouvrir pendant les périodes de classe a été mal respecté, donc on s'est concentré sur le planning où il y avait avant les cours, à la récréation et après les cours, et idem l'après-midi. Donc on voit avec le planning quand même sur la colonne que, en fait, et ce qu'on a mesuré, là, il y a la légende en bas, c'est dommage que vous ne voyez pas ma souris, là j'imagine, sur l'écran. Mais en bas, donc, on a mesuré l'indice de confinement. Et donc les couleurs, il y a la légende en bas, donc on voit que 0, c'est un indice de confinement nul, et jusqu'à rouge, où c'est l'indice de confinement extrême. Et on voit donc pour chaque situation, entre la période de référence et la période de consigne, qu'il y a une amélioration de l'indice de confinement, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus bas. Par exemple, si on prend le planning, les diagrammes en haut à gauche, sur la période de référence, on avait 53% d'indice de confinement faible. Et quand on a diffusé le planning d'aération, donc, on a eu 13% de classes qui sont apparues avec un niveau de confinement nul. Et au lieu de 53%, donc on a 60% qui sont passés avec un indice de confinement faible. Donc, si on additionne les deux, ça fait 73% avec un indice de confinement faible ou nul contre 53%. Donc, on voit qu'il y a une amélioration. On a fait ça, donc on voit que sur les détecteurs de CO2, les Classer, c'est identique. On améliore. Quand on met en place un détecteur par rapport à la période de référence, on améliore l'indice de confinement. Donc, l'indice de confinement, il caractérise l'aération des locaux. Et en termes statistiques, la mise en place, que ce soit des plannings d'aération ou des détecteurs de CO2, ça va améliorer significativement le confinement des salles de classe. De la même manière, à peu près, que ce soit un planning ou un détecteur de CO2, on constate une amélioration de la qualité de l'air intérieur, et elle s'est mesurée à une baisse de 0,5 points de l'indice ICON en moyenne. Voilà à peu près les résultats. Si vous voulez passer sur la diapo suivante, là c'est juste l'acceptation, le respect des consignes d'aération et le maintien des pratiques un mois après. Donc on voit sur les 2 camemberts en haut que aussi bien les plannings et les détecteurs, les Classer, les consignes d'aération ont plutôt été bien respectées. Donc ça veut dire que les outils sont quand même plutôt bien acceptés par les enseignants. Et ensuite, les 2 diagrammes d'en bas, c'est le maintien des pratiques d'aération un mois après les tests. Donc, une fois qu'on avait fini l'expérimentation, on leur a refait passer un questionnaire un mois après pour voir s'ils avaient maintenu. On avait enlevé alors les plannings étaient toujours affichés en salle de classe, mais les détecteurs, on les avait enlevés des salles de classe. Les salles de classe n'étaient plus équipées de détecteurs. Néanmoins, ça a permis, en le mettant sur un court moment, enfin sur 2 semaines pour être précis, 2 semaines de détecteurs, les enseignants
ont pris quand même l'habitude. Ils connaissent après leur salle de classe et ils savent à quel moment il est nécessaire d'aérer, à quel moment les fonctionnements d'un jour à l'autre, c'est assez similaire. Donc, des fois, de mettre des capteurs, mais pas de l'attribuer à une salle de classe, mais on peut les faire tourner. Hein, nous, on les a mis en place sur toutes nos salles de classe, du coup, des détecteurs de CO2. Au départ, on n'en avait que la moitié, parce qu'on a fait sur 2 exercices budgétaires. Mais la première année, on en avait donné un parc pour chaque établissement, et on leur avait demandé de tourner. Comme ça, les enseignants, au bout de 3 semaines, un mois, ils connaissent le fonctionnement de leur salle de classe et ils peuvent avoir pris les bonnes habitudes. Voilà pour les résultats. Merci beaucoup de ce travail. Bon, vous avez pu comparer effectivement l'utilisation d'un détecteur de CO2 avec un planning préétabli. Vous voyez que bon, les résultats sont à peu près similaires, hein, si j'ai bien noté. Et puis, effectivement, que peut-être le détecteur a permis à un moment donné de faire un apprentissage du renouvellement de l'air et on conserve finalement ces pratiques. Bon, pas toujours tout le temps, puisque vous voyez qu'il y a du non-respect des consignes pour différentes raisons qui sont notées dans votre diapositive, mais malgré tout, on a pris cette habitude. Ça va dans le sens de l'arrêté, du projet d'arrêté qu'on vous présentait ce matin, puisque au moment de l'évaluation des moyens d'aération, on utilise un détecteur de CO2 justement pour voir dans quelles conditions on doit aérer, à la fois la fréquence et la durée. Et ça permet donc de faire ce type d'apprentissage. Enfin, le projet d'arrêté va dans le sens de cette appropriation des consignes d'aération et la poursuite des consignes d'aération. Merci beaucoup. Vous avez autre chose à rajouter, Monsieur Ray ? Non. Très bien. Merci. Alors, je continue et je passe la parole donc à Séverine Husson, qui vient de Nancy. Donc là, c'est une étude que vous avez faite sur l'impact de la qualité de l'air extérieur sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements scolaires et de la petite enfance. Donc voilà, vous allez nous faire part de votre expérience également. Mais je crois que vous avez une vidéo peut-être à passer en premier. Oui, bonjour. Je vais peut-être juste brièvement présenter le projet. Donc, moi, j'ai été en charge du projet Staner. Donc, je travaille à la ville de Nancy. Et le projet Staner, donc, ça consistait à étudier l'impact du trafic routier sur la pollution intérieure. Donc, est-ce qu'il y a un transfert de pollution entre la pollution issue du trafic routier et la pollution que l'on retrouve dans les salles de classe. Alors j'avais peut-être quand même une slide juste pour brièvement présenter le projet. Donc l'idée c'était bien sûr d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles et les crèches et en se questionnant sur les pratiques d'aération. Ce qu'on a donc fait, c'est qu'on a recherché, nous, des polluants donc issus du trafic routier principalement, et puis on en a testé d'autres. Alors, on a bien sûr testé le CO2, le dioxyde d'azote et les particules fines. On a aussi testé le benzène, mais c'est vrai que le plus révélateur, c'était donc le dioxyde d'azote. On a donc mis des capteurs à l'extérieur des écoles et à l'intérieur, de façon à voir s'il y avait vraiment ce transfert qui s'effectuait. Et puis ensuite, avec des séances participatives avec les enseignants, le personnel périscolaire, et voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer donc nos pratiques d'aération. Voilà. Alors, c'est vrai, on a une petite vidéo du coup pour présenter le projet, avec l'idée en fait que, vu que le projet on l'a mené avec des enseignants et du personnel de crèche, que ce soit eux en fait qui nous parlent de leur retour sur le projet. Alors par contre là, il faudra lancer la vidéo. On a besoin d'un petit coup de main.
Donc fin 2019, on a monté un gros projet en interne pour travailler sur la qualité de l'air dans les établissements petite enfance et les écoles. Pour cela, nous avons fait appel à Atmo Grand Est, qui est notre référent concernant la surveillance de la qualité de l'air. Donc, sur la ville de Nancy, comme dans d'autres villes, il y a différentes sources qui peuvent dégrader la qualité de l'air. Il y a quand même une majorité d'écoles qui se situent à proximité d'axes à fort trafic routier. Et puis après, donc, tout ce qui est résidentiel tertiaire qui peut également être source de différents polluants et qui peuvent dégrader la qualité de l'air extérieur. Donc on a réalisé une première phase de mesure donc avec différents types d'appareils. Un premier appareil pour mesurer donc le CO2 qui permet de donner une indication sur le renouvellement d'air. Et puis en parallèle, on a mis aussi des appareils de mesure en continu du dioxyde d'azote et des particules fines pour voir l'évolution de la concentration de ces polluants dans les salles de classe ou dans les salles d'activité dans les crèches. Et donc on a constaté qu'une partie de la pollution issue du trafic routier se retrouvait à l'intérieur des établissements et que cette présence de polluants, elle pouvait être amoindrie par les pratiques d'aération dans les établissements. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est vrai qu'on vit toute la journée avec une trentaine d'enfants enfermés, souvent sans penser à ouvrir les fenêtres parce qu'il y a du bruit à l'extérieur, parce que ça sent mauvais à cause des bus qui passent, etc. La pollution de la rue a un impact sur la qualité de l'air dans la salle de classe. Et du coup, l'impact sur le cerveau des enfants, sur la concentration, sur les apprentissages, il est vraiment important. Et là, on est passé de quelque chose d'empirique à quelque chose de scientifique. Avec une prise de conscience un petit peu des moments de pic et des moments où il fallait nécessairement faire des changements. Donc les pratiques qu'on a pu mettre en place suite à tout ça, c'est une bonne aération. Quand je dis bonne, c'est-à-dire aux bonnes heures. Notamment avec ces ouvertures systématiques quand on arrive le matin, des ouvertures en cours de journée. 15 minutes, pas plus, le temps d'une récréation. C'est notamment ouvrir côté cours plutôt que côté rue, ce qui permet de limiter le transfert du dioxyde d'azote à l'intérieur des salles de classe ou des salles de vie dans les crèches. Et nous avons donc fait attention à tout ce qui était produit d'entretien pour éliminer ceux qui pouvaient être les plus problématiques au quotidien. Au départ, on n'ouvrait que les fenêtres des classes et on s'est rendu compte qu'en ouvrant les fenêtres des classes et les fenêtres qui sont dans le couloir, il y avait un brassage d'air beaucoup plus efficace. Donc pour nous, c'était une nette amélioration. On a pu mesurer donc le transfert de pollution. Et ce transfert de pollution, il est 2 fois moins important après la mise en place d'actions. On avait auparavant un indice de confinement de 3 ou 4 et on est passé à 2 sur 5. Donc une amélioration nette au niveau du renouvellement d'air dans les établissements. Les équipes ont pu prendre conscience aussi de l'impact qu'avait la pollution extérieure sur l'aération au quotidien. Donc l'objectif de la ville de Nancy, c'est de s'appuyer sur les résultats du projet Staner pour faire part de l'expérience à toutes les écoles et à tous les établissements petite enfance, mais aussi donc de proposer aux enfants des séances de sensibilisation avec le support d'Atmo Grand Est. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'étendre à l'ensemble de l'école et plus largement à toute la ville de Nancy pour que chacun puisse l'appliquer au quotidien. Voilà, ben ça. Alors, on va pas vouloir prendre la prochaine vidéo, sinon on n'arrête pas. Donc ça, voilà, parce que après il y a de la publicité sur Nancy, donc. Mais allez-y, voilà. Donc en fait là. On va un petit peu plus loin que ce qu'a fait Aix-les-Bains, puisque Aix-les-Bains a mis en place ce plan d'aération. Là, vous avez souhaité finalement adapter l'aération à la pollution extérieure, puisque
on voyait que ces écoles sont sur des voies de circulation automobile. Et donc, vous avez adapté finalement votre plan d'aération. Il y a un plan d'aération. Le plan d'aération, c'est la fréquence, la durée d'ouverture des fenêtres, mais aussi le moment de l'ouverture des fenêtres, le mieux adapté, et avec aussi de l'aération transversale, d'ouverture des fenêtres plutôt vers la cour, etc. Donc voilà, donc cette étude vous a permis finalement de prendre conscience de l'impact de l'air extérieur et donc d'adapter votre programme d'aération en fonction de cette pollution extérieure. Ce qu'on ne fait toujours pas, enfin, ce qu'on ne fait pas habituellement. Oui, c'est tout à fait ça. Après, c'est vrai que les campagnes de mesure, elles permettent de rendre visible finalement ce qu'on ne voit pas et aussi de le partager avec les usagers des bâtiments. Alors, c'est vrai que les microcapteurs prennent tous les quarts d'heure et puis permettent de reconstituer comme ça des profils de polluants dans les salles de classe. Et on identifie vraiment bien le pic du matin puisque nos écoles sont à proximité du trafic routier. Donc très clairement, on identifie ces pics-là. Et puis à chaque fois, le fait d'aller montrer donc, les résultats des campagnes de mesure aux usagers, ça permet aussi de réexpliquer pourquoi on fait ce projet et quels sont aussi les leviers pour améliorer la qualité de l'air dans les salles de classe. Voilà, c'est vrai que l'aération en transversale, je pense que l'idée reçue un peu, c'est de mettre en oscillo battant en se disant que c'est bon, c'est aéré, alors qu'en fait, on ne renouvelle pas forcément l'air. Et puis en plus, on a la question de la perte d'énergie. Donc voilà. Et vous me disiez que dans la plupart des écoles de Nancy, il n'y a pas de système de ventilation. On ne peut que renouveler l'air par l'aération. C'est ventilation par aération, oui. Voilà, sauf dans les crèches. Oui, dans les crèches, c'est vrai que on avait donc 3 établissements pilotes, une crèche et deux écoles. Et dans la crèche, ça nous a aussi permis de détecter des dysfonctionnements en fait sur la VMC, puisque finalement on a fait des diagnostics un peu plus poussés pour comprendre pourquoi on avait ce confinement, et on s'est rendu compte que il y avait l'installation de ventilation qui était à revoir avec des travaux qui avaient eu lieu dans le bâtiment sans que les gaines de ventilation ne soient bien toutes raccordées ou pas. Donc ça nous a aussi permis de détecter des choses comme ça. Des anomalies finalement dans le système de ventilation. Est-ce qu'à Nancy, les écoles utilisent maintenant des détecteurs de CO2 ou il y en a ? Oui. Alors c'est vrai que le projet, nous, on l'avait soumis donc à l'ADEME, à Acter début 2020, et puis entre-temps, il y a eu le Covid. Donc quand on a restitué à chaque fois les résultats des campagnes, c'était en même temps que la rentrée où les capteurs arrivaient dans les salles de classe. Donc ça nous a aussi permis de donner, de réexpliquer comment fonctionnaient les capteurs et puis d'avoir des petites fiches réflexes en fait qui précisent les temps d'aération et surtout d'éviter peut-être le créneau du matin là où on va plutôt aérer côté court quand c'est possible, bien sûr. Alors en fait, un petit mot sur ces détecteurs de CO2. Il faut une technologie. Je répète, l'avis du Haut Conseil précise bien les conditions d'achat. Et il faut être très attentif à la technologie parce qu'on vend sur le marché des capteurs de CO2 qui ne coûtent pas très cher mais qui ne sont pas de vrais capteurs de CO2, ils n'ont pas la technologie NDIR et donc ils font de l'équivalent CO2 et là c'est une catastrophe. Donc il faut être très attentif, donc ça coûte un tout petit peu plus cher mais vous avez vu que le gouvernement aide les collectivités mais jusqu'à la fin de l'année, d'après ce que j'ai compris, aide des collectivités à acheter. Et donc, il faut acheter, disons, les capteurs les plus adaptés et qui répondent, et qui sont fiables en termes de technologie. Donc, vous avez été attentif également à ces achats. On avait du coup, en faisant ce projet, on était donc partenaire avec Atmo Grand Est, à qui on a pu poser du coup les questions lors de l'achat des capteurs, en fait. Très bien. Alors, on continue dans la poursuite. Donc, je vais continuer sur... Voilà, Guillaume Le Carpentier, donc Atmo Hauts-de-France. Alors vous, c'est encore plus loin, si j'ai bien compris, on va voir. On est dans la pédagogie, si j'ai bien compris. Oui, contrairement aux 2 autres projets, là c'est un projet pédagogique. Donc c'est le projet qu'on a appelé Learning, qui est donc le résultat d'un partenariat entre l'association L'air et moi, qui est spécialisée dans la pédagogie au niveau des scolaires, donc du primaire jusqu'au lycée.
et Atmo Hauts-de-France, puisqu'on a fourni en fait des capteurs d'air que l'animatrice utilise lors de ses interventions. Donc vraiment l'objectif de Learning, c'est de rendre acteurs les élèves en fait. C'est-à-dire que c'est un programme de sensibilisation. Donc l'intervention se fait en 3 étapes. En fait, il y a, quand c'est complet, un module sur la qualité de l'air extérieur, un module sur la qualité de l'air intérieur, et après un dernier module qui s'appelle Airloquence, où on incite les élèves à jouer des rôles, en fait, ou à proposer des solutions, donc en prenant le rôle d'un élu, d'un médecin. Il y a même le rôle d'une vache qui existe quand il s'agit d'alimentation. Voilà, ils choisissent toute une série de thématiques où ils vont construire un scénario avec l'animatrice et présenter aux autres élèves de la classe les solutions qu'ils ont mis en œuvre. Et dans les solutions, il y a des détecteurs de CO2 ? Non, il n'est pas question de détecteur de CO2. Ça, je vais revenir au capteur. Donc en fait, lors de ces interventions, donc c'est sous forme de quiz, de jeux, et à un moment donné, l'animatrice propose aux élèves soit d'assembler un capteur qui est en kit. Donc voilà, il y a des connaissances un petit peu en mécanique, en électronique. Donc, et ça dépend un peu de la disponibilité de l'enseignant parce que ça prend un peu de temps. Ou elle propose d'utiliser des microcapteurs pédagogiques, donc qui ne sont pas des capteurs CO2, mais qui permettent de mesurer les particules fines et les composés organiques volatiles. Et ils vont mener une enquête en fait dans l'établissement où ils vont aller rechercher, en fonction de ce qu'elle leur a appris avant, les différentes sources de polluants. Donc ils vont dans les différentes classes, dans les couloirs, et donc on voit la photo. Donc sur le téléphone portable, on voit très vite en direct donc l'état de la qualité de l'air où ils se trouvent, et donc ça leur permet de tester par exemple les feutres des tableaux blancs, donc ça réagit très vite. Ils voient aussi l'impact immédiat de l'ouverture des fenêtres sur l'amélioration de la qualité de l'air globale. Alors même si c'est pas que le CO2, mais c'est le renouvellement de l'air fait que la qualité de l'air s'améliore. Et ils peuvent même aller à l'extérieur, s'approcher des grilles où peut-être certains fument, et ils voient très, très vite en fait l'impact sur le capteur de ces polluants-là. Donc le fait d'avoir été sensibilisés avant et de pouvoir manipuler eux-mêmes un objet, ça les rend tout de suite beaucoup plus attentifs et partie prenante en fait dans les solutions. En fait, ils voient tout de suite l'effet que peuvent avoir des solutions comme l'aération. Et les animateurs, ce sont des animateurs d'une association ? Oui, c'est une animatrice de l'association L'air et moi, donc qui se déplace et qui vient dans les écoles faire une animation sur ce sujet de la qualité de l'air. Voilà. Donc, au moment de la qualité de l'air intérieur, elle aborde ces notions de ventilation, et ils peuvent le mettre en pratique et le détecter tout de suite. Et donc, si vous passez la dia suivante, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Pardon. Voilà. Donc, en fait, à la fin de son intervention, elle propose aux élèves de s'engager dans une charte pour l'air, en fonction de tout ce qu'ils ont pu apprendre lors de ces interventions. Et donc, ils s'engagent à respecter un certain nombre de choses. Et on voit, donc là, ça a été classé par ordre de fréquence, en fait. Donc, il y a d'abord tout ce qui est privilégier les transports doux pour venir jusqu'à l'établissement. Donc là, on est plutôt dans l'air extérieur. Et arrive en deuxième position l'aération. Donc, en fait, ils s'engagent à aérer, eux, donc sans forcément un planning. Peut-être qu'après, ça peut se faire avec l'établissement, mais eux-mêmes ont conscience que c'est nécessaire d'aérer. Donc, ils mettent en place ça. Et donc, c'est vraiment... Et après, donc, ils ont un petit diplôme, donc ambassadeur d'air. Donc, voilà, tout ça, c'est pour vraiment les sensibiliser, les rendre acteurs. Ce ne sont pas des collégiens, non ? C'est collégiens et lycéens. C'est ça, collégiens et lycéens. Voilà. Qui s'impliquent dans la qualité de l'air. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qui deviennent des ambassadeurs. Des ambassadeurs d'air. Oui, mais c'est bien. Voilà, donc Atmo est cet engagement
Voilà, c'est une autre approche. C'est pas, on n'est pas dans l'imposition, tout ça, mais c'est voilà, eux se sentent vraiment concernés et donc du coup agissent. Très bien. Vous aviez d'autres diapos, non? D'accord. Voilà. Alors peut-être dans un Monsieur Guillaume Ray. Oui. Oui. Vous, à Aix-les-Bains, vous avez aussi développé des détecteurs de CO2 en ce moment, ou vous en êtes au planning uniquement? Comment ça se passe actuellement après votre étude? Oui, donc suite à l'étude, on a décidé d'installer dès 2009, donc avant le Covid, c'est bien tombé pour nous. On a installé donc dans l'ensemble de nos salles de classe et dans les crèches des détecteurs de CO2. On a souhaité quand même maintenir les plannings d'aération, c'est-à-dire qu'on a fait un peu les deux, parce que nous, on n'a pas trop la problématique de forts axes routiers, sauf peut-être sur un établissement. On est plutôt dans des écoles de quartier. Et le planning d'aération est intéressant dans le sens où il demande une aération avant de rentrer en classe. Et ça, c'est un peu un biais des détecteurs de CO2, c'est-à-dire que quand on rentre le matin en classe, si on se fiait uniquement aux diodes vert, orange, rouge du détecteur, on serait en vert parce qu'il n'y a pas eu d'occupation, donc il n'y a pas de CO2. Et néanmoins, le matin, c'est un moment très important pour l'aération des locaux, puisqu'il y a tous les polluants de la nuit qui sont accumulés. Et donc, avant de rentrer en classe, malgré le fait que le détecteur soit en vert, il faut quand même procéder à l'aération des locaux. Donc c'est pour ça qu'on a maintenu les plannings qui sont affichés dans les salles de classe, qui viennent en complément, enfin, il y a un peu ces deux consignes à suivre, mais on l'a bien marqué. Et puis également, le planning, ce qui est indiqué sur le planning, c'est qu'en période, en cas d'activité polluante, que ça soit, donc ça s'adresse aux femmes de ménage également, mais également à l'enseignant lorsqu'il fait du collage ou de la peinture ou des feutres ou des activités qui peuvent être polluantes. Il est demandé dans ce planning d'aérer, de respecter donc les temps d'aération donc à la récréation et avant la classe, et également de procéder à l'aération des locaux aussi pendant les périodes polluantes, d'activités polluantes. Donc c'est pour ça qu'en fait on a les deux. Mais le capteur de CO2, c'est quelque chose de pédagogique et de ludique un peu. Il y a même des enseignants qui ont chargé certains élèves de veiller à ce que les diodes ne montent pas trop vite dans le rouge. Et dès qu'elles sont dans le rouge ou dans l'orange, de commencer à réfléchir à aérer les locaux. Donc ça, le détecteur a une vocation très ludique, très pédagogique. Et puis quand même, il y a la chose à minima à respecter, c'est le planning. Alors on est tout à fait dans ce qu'on entendait ce matin par rapport au futur décret. C'est ce plan d'action à mettre en œuvre. C'est exactement ce que vous venez d'entendre de vos différentes expériences. C'est de mettre en place ce plan d'action. Alors, je reviens aussi sur ce que vous venez de dire, et souvent, il y a une petite ambiguïté et une petite dérive, si je puis dire, et vous avez très bien fait de le rappeler. Parce que j'entends des personnes parler des détecteurs de CO2 pour améliorer la qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur, ce n'est pas uniquement, évidemment, le CO2, et le CO2 est lié essentiellement à la présence humaine. Et donc, je pense que cette notion de détecteur de CO2 devrait plutôt être associée au renouvellement de l'air. Et c'est pour ça que nous parlons d'aération, de ventilation dans cette table ronde, et pas de la qualité de l'air intérieur. Et vous l'avez dit vous-même, le matin, en arrivant, il y a une accumulation de polluants liés aux matériaux, liés à différentes sources de pollution. Et donc, on arrive dans une salle qui peut être déjà polluée, alors que notre détecteur de CO2 va nous dire que tout va bien. Et donc, si on ne se tient que dans notre planning d'aération qu'au détecteur de CO2, eh bien, on peut démarrer une classe avec des niveaux de formaldéhyde, par exemple, ou de COV, voire de particules en grande quantité. Donc, important de rappeler que le détecteur de CO2, c'est un outil parmi d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres polluants à mesurer. Et c'est pour ça que dans la réglementation, on parle également des autres polluants, et on ne parle pas que du CO2. Et donc, il faut ramener ce CO2 à la présence humaine, au renouvellement de l'air
et pas à la notion de qualité de l'air intérieur. Et j'entends beaucoup de gens dire, eh bien, j'ai acheté un détecteur de CO2, c'est pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Je ne pense pas qu'on puisse le dire de cette manière-là. Alors, je suppose que, avec tout ce que nous venons de dire et des différentes expériences que nous avons invitées pour cette table ronde, il y a sûrement des questions qui sont posées, soit dans la salle, soit par la visio. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ces différentes expériences, le rôle du détecteur de CO2 ? Alors, j'allais dire, il ne faut pas trop en abuser du détecteur de CO2, parce qu'à un moment donné, on aura un œil sur la fenêtre et un œil sur le détecteur de CO2, et il n'y a plus de classe après. Donc, parce que vous avez dit à un moment donné, je crois que c'est Guillaume qui disait, les enfants regardent le détecteur de CO2 pour voir. Alors, ça peut être un jeu de regarder le détecteur de CO2, mais pendant ce temps-là, on n'écoute pas le professeur. Donc, à un moment donné, et je vous dis ça parce que avant la crise Covid, il y a eu déjà des expérimentations avec des détecteurs de CO2. Et au bout d'un moment, les professeurs, comme ils voyaient que les élèves ne faisaient que regarder la lumière pour voir si ça devenait rouge ou orange, et donc n'écoutaient plus ce que disait le professeur, ils ont fini par mettre le détecteur dans un placard ou dans un tiroir en disant ça me perturbe la salle de classe. Bon, la crise Covid a changé un peu la donne. Mais moi, je pense, le détecteur de CO2 peut être très utile à certains moments, mais peut-être il ne faut pas en abuser. Voilà. Alors, des questions. Oui, une première question donc, de Mélina Laroche de la ville de Roanne. Comment concilier aération et sobriété énergétique? Question d'actualité. Alors, Guillaume Ray, vous pouvez répondre? Oui, alors, nous, l'avantage aussi qu'on a trouvé à installer ces détecteurs de CO2, c'est qu'en fait, ces détecteurs, ils ont un pas de temps des mesures, on les a réglés, c'est un paramètre, c'est paramétrable. On a réglé pour que le détecteur fasse des mesures toutes les 2 minutes. Et du coup, donc très réactif. Voilà, très réactif, c'est-à-dire qu'il va monter tranquillement tant qu'on n'aère pas. Mais par contre, dès qu'on va aérer, toutes les 2 minutes, il y aura une mesure, et dès qu'on va redescendre dans le vert, donc là, on sait que la qualité de l'air intérieur, que tous les polluants, y compris le CO2, ont été évacués. Et du coup, dès qu'on repasse dans le vert, on peut refermer les fenêtres. Et là, on a suffisamment aéré. Et c'est pour ça que ça aide, plutôt que de donner une consigne de 15 minutes, de manière arbitraire, et suivant, on l'a vu avec la ville de Nancy, suivant comment on aère... On aère, si on fait une aération transversale ou si on ouvre juste 2 oscillobattants, on ne va pas renouveler l'air de la même manière. Donc là, le capteur, ça permet de mesurer et d'indiquer quand la pièce est suffisamment aérée. Et comme ça, on arrive à concilier au mieux les économies d'énergie et la qualité de l'air intérieur. Oui, allez-y. Nous, en fait, c'est vrai que le message qu'on donne, c'est en effet sur les pratiques d'aération du plus efficace au moins efficace, bien sûr. 10 minutes maxi. Et puis la recommandation d'Atmo, c'est en effet que si on aère en grand quelques minutes, c'est plus efficace que de laisser un petit peu ouvert toute la journée, où là, pour le coup, en termes de sobriété énergétique, on n'y est pas, quoi. Détecteur de CO2 pour aérer juste ce qu'il faut. Voilà, si on peut traduire comme ça, ça va dans le sens, évidemment, de cette notion de sobriété énergétique. D'autres questions? Non? Et dans la salle? Alors... En ligne. Allez-y, sinon je peux continuer. Oui. Alors, concernant l'utilisation des imprimantes 3D, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Est-ce que, concernant les émissions de COV et l'usage de ce type d'appareil en classe? Moi, je n'ai pas l'expérience de ces imprimantes-là, mais j'ai l'expérience d'autres types de photocopieuses ou d'imprimantes laser. Et le problème, c'est moins les COV que l'ozone.
Et donc, quand on utilise ce type d'appareillage, l'aération joue aussi un rôle important pour éviter d'accumuler des niveaux d'ozone. Voilà, c'est habituellement ce que l'on peut mesurer. L'INRS a déjà travaillé sur le sujet et a montré des concentrations d'ozone qui peuvent être élevées quand on l'utilise régulièrement. Vous n'avez pas d'expérience là-dessus. Voilà, donc moi, c'est plus le ozone que COV, me semble-t-il. Et c'est vrai que là, avec les imprimantes 3D, du coup, il y a des matériaux souvent plastiques qui doivent être chauffés pour qu'ils aient une texture plutôt liquide. Et j'imagine que cette chaleur avec les plastiques, ça ne doit pas être super. Oui, alors je n'ai pas d'expérience sur ce type d'imprimante. Autre question ? Alors, on a beaucoup parlé d'aération, et parce que je suppose, Guillaume Bray, chez vous à Aix-les-Bains, comme chez vous à Nancy ou dans les Hauts-de-France, la très grande majorité des écoles n'ont pas de système de ventilation mécanique. Alors, il y a une VMC, mais souvent dans les toilettes, mais dans les salles de classe, il n'y a pas de système de ventilation. Guillaume Bray, dans vos écoles, vous me précisiez bien que c'est l'aération finalement qui permet de renouveler l'air. Il y a très peu d'écoles avec des systèmes de ventilation à Aix-les-Bains. Et je poserai la même question à Nancy. Au fil des rénovations, les ventilations se mettent en place. Oui. On a eu une expérience très heureuse en termes de qualité de l'air intérieur sur une école maternelle, l'école maternelle Henri Bruyère, l'école maternelle du centre, qui a été entièrement rénovée avec une attention particulière qui a été portée sur la qualité de l'air intérieur et aussi sur le radon, puisqu'on était sur un site problématique. Et du coup, la décision a été prise, hormis les matériaux peu émissifs, c'est d'installer, alors pour le radon, c'est quelque chose de spécial avec une membrane, et pour la qualité de l'air intérieur, c'est d'installer une ventilation mécanique double flux. Et il y a des débits réglementaires dans le règlement sanitaire départemental qui sont indiqués. Et pour les salles de classe, de mémoire, c'est 15 mètres cubes heure et par enfant, par élève. Et il a été décidé sur ce bâtiment, d'autant plus que c'était une VMC double flux, donc on n'avait pas de problématique énergétique, de pousser les débits de ventilation à 25 mètres cubes par heure et par enfant. Donc, qui a même presque 2 fois le niveau réglementaire. Mais c'est une préconisation, je crois, de je ne sais pas quel organisme de ce niveau. Et sur cette école, des mesures ont été faites en termes de formaldéhyde, en termes de confinement, et les niveaux sont sont très très bons. Hein, on a très peu de formaldéhyde, voire pratiquement pas, c'est des traces. Et on a des indices de confinement dans l'ensemble du bâtiment, des indices de confinement nuls ou faibles. Hein, donc à la fois en termes de confinement et de termes de polluants, donc benzène, formaldéhyde ont été mesurés et on avait des très très bons résultats avec ce type d'équipement. Et c'était à l'occasion d'une rénovation. À l'occasion d'une rénovation. Et d'ailleurs, ce bâtiment a été primé pour un prix bâtiment santé en 2017, il me semble, 2015. Je suppose que dans vos crèches, il y a plus souvent de la ventilation mécanique. Oui, c'est ça, oui. Et vous ? Oui, c'est un petit peu la même chose à la ville de Nancy. Dans les crèches, il y a de la ventilation, il y a de la VMC, mais dans nos écoles, on a un parc bâti assez ancien. Alors, il y a un programme École d'avenir de rénovation des bâtiments, mais ça se fera au fil de l'eau. Et puis, mais est-ce que dans les projets, il y a... parce que, vous avez compris quand même que l'aération est malgré tout une contrainte. Oui. Je veux bien qu'on ait des outils pour pouvoir aérer, comme je disais tout à l'heure, juste ce qu'il faut, etc. Mais quand même, c'est une contrainte d'ouvrir les fenêtres régulièrement. Bon, on avait dans votre vidéo des professeurs qui étaient ravis, j'ai bien compris, d'ouvrir les fenêtres en transversale quand il fallait. Enfin voilà, il y avait un planning, très bien. Bon, mais à un moment donné, peut-être aussi, on se dit, peut-être à l'occasion d'une rénovation, comme vient de le dire Guillaume Bray, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas
apporter une ventilation mécanique qui va permettre de renouveler l'air, cette fois-ci de manière continue, avec un système de filtration de l'air à l'entrée, que ce soit de la VMC double flux ou d'autres systèmes de ventilation mécanique, mais finalement avoir quelque chose d'un petit peu plus automatique en termes de système de ventilation que cette aération qui est une contrainte finalement quotidienne. Oui, on est d'accord. La ligne, c'est quand il y a une rénovation, on intègre les problématiques de qualité de l'air, mais voilà. Et en attendant, on a les pratiques manuelles, quoi. C'est vrai que ces systèmes coûtent aussi un peu cher. Hein. Bon, voilà, c'est un projet. Après, il y a la question du coût et du budget. Et de la maintenance également, puisqu'il y a des systèmes de filtration. Si on parle de la VMC double flux, il y a 2 filtres, donc il y a toute une maintenance aussi de ces systèmes. Donc, je crois que vous me disiez tout à l'heure que dans la crèche que vous aviez étudiée, au fait de compte, il y avait un problème déjà de conception, mais aussi de maintenance. Donc, si les systèmes sont très mal entretenus, c'est pas la peine de mettre un système de ventilation parce qu'on va aller à l'encontre de ce qu'on veut faire en termes de qualité. C'est ce à quoi on a été confronté, sur le non-raccordement des bouches. Oui, j'ai déjà connu ça aussi, la bouche qui n'arrive, la gaine qui n'arrive pas jusqu'à la bouche, et donc il n'y a pas d'air qui passe, et on se demande pourquoi les personnes ont très chaud dans la pièce et se trouvent pas très bien, avec des niveaux de CO2 très élevés. Est-ce qu'il y a des questions de nouveau ? Oui, on parlait de contraintes liées à la pratique d'aération. Quelles mesures de prévention pour lutter contre le risque de chute ou de fugue d'enfants lorsqu'on aère ? Ça, c'est par rapport au problème. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de freins à l'aération. Une étude faite par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur il y a quelques années a relevé les freins à l'aération dans les écoles. Et on a demandé aux professeurs. Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Guillaume Ray qui expliquait que les personnes aéraient moins pour des problèmes d'inconfort thermique ou parce qu'ils oubliaient, etc. Bon, mais dans ces freins, on avance un certain nombre de problématiques, en particulier les problèmes de sécurité, notamment pour des établissements donc en étage. On signale le problème du bruit extérieur, on signale qu'il y a de la pollution dehors qui va rentrer à l'intérieur. Donc il y a plusieurs, et puis moi j'ai entendu il y a quelques années un professeur me dire mais c'est pas mon rôle d'ouvrir les fenêtres, quoi. Moi je suis là pour faire la classe, je suis pas là pour ouvrir les fenêtres, on continue. Bon, peut-être la crise Covid a changé un peu les choses dans la réflexion. Alors comment répond-on finalement à ces questions, en particulier la question qui vient d'être posée sur la sécurité? Guillaume Ray, pareil. La sécurité, vous-même ? J'ai pas de réponse toute faite. Là, c'est vrai qu'en général, les enseignants aèrent quand les enfants sont à la récréation, en fait. Oui, et puis, ils n'aèrent pas en présence des enfants. Ou bien quand ils sont assis, je pense. Ou quand il y a une activité, par exemple. Oui. Après, je pense que ça reste délicat. Oui. Dans les crèches, très clairement, en plus, c'est des tout petits, donc ils aèrent que quand elles sont à 2 dans la pièce, et encore, pour le coup, il y a cette difficulté-là. Mais non, il n'y a pas de, solution miracle à ma connaissance. Oui, oui, c'est ça. Donc aérer hors présence des enfants, à la récréation ou le matin avant, là les enseignants sont davantage tranquilles. Et puis après, sinon, il y a les oscillobattants où on met la fenêtre sur la période oscillante mais du coup, ça fait une ventilation qui est moins efficace. Hein, donc ça, c'est vraiment du dépannage, mais il vaut mieux aérer en grand et hors présence des enfants. Est-ce qu'à Aix-les-Bains ou à Nancy, maintenant, l'habitude, c'est quand les enfants vont en récréation, on ouvre systématiquement les fenêtres? C'est devenu une habitude. Oui, c'est ça. Mais c'est devenu une habitude à cause de la crise Covid ou c'était avant ? Après, nous, le projet, il a démarré pile en 2020. Donc, le Covid s'est invité, donc ça a mis encore plus le coup de projecteur sur les enjeux de l'aération des salles de classe. Hein, là, c'est sûr que... Et Guillaume, Ray ? Oui, après, c'est un travail de longue haleine. Hein, il faut sans cesse revenir. Il y a des nouveaux enseignants qui arrivent, qui ne connaissent pas encore les équipements, qui ne connaissent pas les habitudes.
Donc, il faut former tout le temps. En début d'année, c'est l'occasion de rappeler, de refaire passer des plannings à l'ensemble des directions et puis de sensibiliser sur ce thème-là. Alors, et pour vous, on a l'engagement. Ils se sont engagés. Ils ça, ont signé. Vous avez le rôle des éco-délégués aussi. Voilà, les élèves se sentent investis d'une mission et peuvent avoir notamment l'ouverture des fenêtres comme pratique. Donc ça, oui, mais il faut qu'il y ait de la sensibilisation qui soit faite. Et quand il rentre à la maison, il embête ses parents en disant... Voilà, dans la chambre fait aussi partie il embête ses parents pour dire qu'il faut aérer aussi. Il faut aérer. Dans la chambre, c'est du luxe. Très bien. D'autres questions? Oui. Oui, Isabelle. Attends, on va te donner un micro, Isabelle. Oui, moi j'ai une question plus générale. Je m'interroge là sur ces ambassadeurs de l'air. Est-ce que, quand on voit toutes les préconisations qui sont faites, qui sont extrêmement variées, est-ce que, un peu à l'image des capteurs de CO2, est-ce que le changement climatique n'est pas en train de masquer la qualité de l'air intérieur? Et sur la qualité de l'air intérieur, on peut faire quand même des choses très précises, on peut agir de façon très concrète, alors que là, on voit que les enfants sont embarqués dans les déchets verts, la viande, le biologique, la proximité, etc. Donc là, on voit effectivement qu'il y a un ensemble d'éléments cohérents qui se tiennent en fonction du changement climatique, mais est-ce qu'on ne perd pas de vue que finalement, dans les maisons, dans les classes, on peut faire des choses très, très précises? Alors, Learning est un projet qui n'est pas exclusivement dédié à la qualité de l'air intérieur. Ils abordent aussi la qualité de l'air extérieur, et donc c'est un sujet qui est très transversal et qui a des implications dans tous ces domaines-là. Donc, l'air intérieur, effectivement, on le voit, qui arrive en deuxième position. Donc, ils sont ambassadeurs de l'air, mais effectivement pas de l'air intérieur, pas spécifiquement en tout cas. Mais oui, ce sont deux thématiques qui coexistent actuellement, et l'intervention montre que ce n'est pas que le changement climatique, et c'est aussi la qualité de l'air intérieur qui agit qui a une influence en fait sur toutes ces thématiques-là. Il va falloir sortir de l'école avec une checklist et de cocher tout ce qu'on a fait par rapport à tous les gestes qu'on nous demande, et ils sont très très nombreux. Là, je m'occupais que d'aérer simplement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, je vous en prie. Non, c'est vrai que je trouve que ce serait un peu réducteur de ne parler que de la qualité de l'air et de l'aération, parce que quand on parle justement du trafic routier aux abords des écoles, c'est clairement aussi les modes de déplacement des enfants vers l'école qui occasionnent ces pollutions, donc qu'ils en soient conscients. Je trouve que c'est bien justement, et on voit toute une... En ce moment, il y a les rues scolaires qui se développent où justement on incite enfants et parents à amener leurs enfants pas en voiture, à venir à pied ou en vélo ou en mode doux, et ça a aussi un impact, donc on ne peut pas décorréler pour moi les thématiques. Et tout est en tout, de toute façon. Très bien, je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Oui. Toujours sur l'utilisation des capteurs CO2, souvent il y a des indicateurs lumineux avec 3 couleurs, mais quelles consignes on donne spécifiquement en fonction des couleurs vertes, orange ou rouge? Alors, qui répond? Guillaume Bray? Oui, alors vert, c'est que tout va bien, pas d'action demandée. Orange, c'est on peut aérer. C'est conseillé d'aérer. Et rouge, c'est il faut aérer. Alors, vous regarderez les consignes du Haut Conseil de santé publique par rapport aux 800 et 1500 ppm. Elle avait l'ordre de 1500 ppm. Si on n'arrive pas à la faire chuter, alors bien sûr, l'aération va la faire chuter, mais si on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas les moyens suffisants,
on demande de revoir la jauge du nombre de personnes, voire quitter la salle momentanément. Voilà. Donc, effectivement, on considère qu'au-delà de 1500 ppm, on ne peut pas laisser des enfants travailler dans une salle de classe avec une valeur de 1500 ppm en permanence. Donc, si on arrive à faire chuter dès qu'on dépasse les 800, on commence à faire chuter le taux de CO2, mais avoir une pièce où il y a ni ventilation et que les fenêtres s'ouvrent peu de temps, et on va atteindre très rapidement ces valeurs de 1500, et il faut se poser la question de maintenir en fait une valeur aussi élevée en permanence pour des enfants. Voilà. Très bien. C'est bon, les questions ? On a encore des questions. Une dernière peut-être ? Allez, la dernière, parce que je vois que le temps, oui. Donc suite à la mise en place de mesures d'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, est-ce que vous avez intégré des préconisations spécifiques dans les programmes de construction neuve, que ce soit des écoles, des crèches ou autres ? Très bonne question pour Guillaume Ray, pour également... est-ce que finalement, alors, je ne sais pas si vous construisez beaucoup d'écoles à Nancy. Vous en construisez encore ? Non, c'est plutôt des grosses rénovations. Alors où là, c'est de la rénovation. Voilà, c'est un projet d'éco-école où la qualité de l'air, elle va être prise en compte, mais je ne saurais pas forcément répondre sur des écoles neuves. Et Guillaume Ray, avec Aix-les-Bains, on construit des écoles ? Non, pareil, c'est des grosses rénovations, mais on intègre quand même une thématique qualité de l'intérieur où on demande des matériaux peu émissifs. Bon, ils le sont quasiment tous maintenant parce qu'ils sont mis au diapason des nouvelles informations. Mais on fait des préconisations aussi au niveau des locaux de stockage des produits d'entretien. Donc en termes de ventilation, donc pareil avec des débits à respecter. Et puis sur les locaux d'entretien, donc avoir des locaux d'entretien ventilés. Et pour pas que ça soit mis dans la pièce où ils font la sieste, dans une armoire ou peu importe. Donc il y a des locaux dédiés au stockage des produits d'entretien et qui sont ventilés. Alors, vous noterez que dans la réglementation dont on a parlé ce matin, on parle des moments clés de la vie du bâtiment et on parle de la conception, on parle de la rénovation, on demande de faire des mesures, notamment de benzène, de formaldéhyde, qui sont deux indicateurs intéressants pour éviter que les enfants n'arrivent dans un bâtiment neuf ou rénové avec des concentrations trop élevées de benzène et de formaldéhyde. Et j'ai connu ça aussi dans ma carrière, dans des écoles qui venaient d'être rénovées, d'avoir des problèmes de formaldéhyde. Et puis de s'assurer effectivement de l'évaluation des moyens d'aération ou de s'assurer d'un bon fonctionnement du système de ventilation pour éviter l'accumulation des polluants. Donc à la conception et la rénovation, la réglementation va imposer en fait de faire ce type de mesures. Et donc quand on dit faire des mesures, ça veut dire qu'avant il faut anticiper pour éviter de se retrouver dans une situation de pollution à l'arrivée des occupants. Merci beaucoup, merci pour cette table ronde, merci aux intervenants, merci à Guillaume à distance. Voilà, et je donne le micro au suivant. Merci. Donc nous allons faire une petite pause d'une demi-heure. Nous allons reprendre à 15h30.